palazzimobile.fr. Laurent Charbonnier, c'est un projet un peu fou que de faire un film autour d'un arbre. Comment vous est venue l'idée ? C'est une vieille idée, puisqu'en 2009, déjà je faisais les premiers repérages je suis allé voir les plus beaux chênes de France, dans le Lot-et-Garonne, dans les Deux-Sèvres, en Normandie, enfin un petit peu partout. Et il y a une association des arbres remarquables en France qui est présidée par Monsieur Fetterman. Et donc on s'était rapproché de cette association, voilà. Et puis en fait, le producteur avec qui j'avais travaillé pour les animaux amoureux avait le projet, bien sûr, parce que c'était logique que je lui propose. Et puis 3 ans après, il me dit, bon écoute, ton film, personne n'en veut. Enfin voilà. Et puis donc voilà, j'ai fait d'autres films. Et puis en 2017, j'ai rencontré Michel Seydoux, à qui j'ai évoqué ce projet, qui tout de suite m'a dit, ah bah oui, c'est une idée géniale. Et Michel a tout de suite compris que cette co-réalisation, en fait, allait forcément être plus riche pour le film et certainement bénéfique pour le film, en fait. L'idée de à la fois qu'il y ait une histoire, mais tout en respectant évidemment la vie sauvage. Il n'y a pas d'histoire inventée dans notre film, tout est vrai, enfin voilà. Et alors pourquoi un chêne plutôt qu'un marronnier, un hêtre ou un châtaignier ? Parce que j'aime bien les chênes. C'est une très bonne raison. On aurait pu faire ça avec un châtaignier, parce que les châtaigniers ont aussi des formes absolument incroyables. Ce sont des arbres sur lesquels il y a souvent beaucoup de biodiversité, parce que souvent quand ils sont un peu âgés, ils ont beaucoup de trous, de loges, voilà, donc ils sont très riches. Mais le chêne est évidemment l'arbre le plus connu chez nous. C'est l'arbre magique. Il y a des histoires à raconter depuis les racines jusqu'au dernier étage. Et en fait, ma première idée, c'était de faire un film, en fait, comme un espèce d'immeuble, en fait. D'ailleurs, on l'avait intitulé L'arbre de Noé, avec toutes les espèces animales qui vivent du sous-sol jusqu'au dernier étage. Et donc Michel Seydoux, justement, n'a pas souhaité qu'on se rapproche de ça pour éviter le côté catalogue, parce qu'il avait peur qu'on raconte toute la vie de toutes les espèces dans cet arbre, mais il voulait qu'on se ressente sur une histoire avec quelques espèces seulement, autour d'un gland, bien évidemment, puisque le héros du film, c'est le chêne, mais c'est aussi le gland également. Ouais, qui est l'objet de la convoitise de tous les animaux qui vivent autour du chêne. Oui, alors c'est vrai que on a fait un casting au départ, on a listé tout ce qu'il pouvait y avoir dans un chêne. Des insectes aux oiseaux, en passant par les mammifères. On s'est rapproché de scientifiques, de naturalistes, d'ornithologues, voilà. On a fait le casting, finalement, assez logique, avec les jets des chênes que mangent les glands ou les transportent, vont les cacher quelque part. Et c'est un peu grâce aux jets si la forêt elle a progressé depuis des millénaires. L'écureuil, parce qu'il a une bouille terrible, il mange des glands également, et voilà. Et les mulots, avec le côté souterrain dans les racines, et on évoque le mycélium, etc. Et puis le balana, qui est cet insecte qui a une tête mais absolument incroyable. Et il fait quand même que 5 mm rostre compris, hein. Donc il est vraiment minuscule de chez minuscule. Quand on trouve un gland par terre avec un trou, c'est le balana qui est passé par là. Et dans un chêne comme le nôtre, on peut trouver jusqu'à 1000 balanins. Donc c'est pas un insecte rare, mais c'est un insecte qu'on ne voit pas parce qu'il est tellement minuscule. Et comment est-ce que vous les avez mis en scène, ces animaux ? Est-ce que vous avez utilisé parfois certains artifices ? Non, en fait, il y a rarement du hasard dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est souvent de l'observation, de la préparation. Moi, je passe presque plus de temps avec mes jumelles qu'avec la caméra. Par exemple, pour la séquence des becs ouverts, des petits passereaux qui sont nourris par les parents, pour chaque nid, il y a une dizaine d'espèces, mais pour chaque espèce, il faut trouver une dizaine de nids différents pour trouver le nid qui soit adéquat, qui soit bien éclairé, enfin, etc. Avec le bon stade des poussins, quand on veut les filmer, il ne faut pas qu'on les filme quand ils sont trop petits ou trop grands, proches de l'envol. Donc il y a tout Depuis presque 5 ans que je filme, je suis sûr que je n'ai jamais fait abandonner le nid d'un oiseau parce que j'étais en train de filmer. Donc on respecte
toujours au mieux, le plus possible, et on prend énormément de précautions pour ne pas déranger déranger le minimum. À partir du moment où on rentre dans la forêt, où on met le pied dans une forêt, on dérange parce que les animaux, évidemment, chez nous en Europe, en tous les cas, sont quand même relativement discrets, farouches. J'ai fait des heures, des jours, des semaines et des mois d'affût pour faire le plus d'images possible, on va dire sauvages, avec le décor, avec notre chêne. Alors c'est quoi l'affût ? L'affût, c'est une espèce de cabane qui fait 1 mètre sur 1 mètre, sur 2 mètres de haut, dans laquelle je suis avec la caméra. Il y a juste l'objectif qui dépasse, avec 2 petits trous pour que je regarde si le chevreuil arrive ou si l'écureuil va arriver. Donc un jour, mon affût, il était à gauche du chêne, un jour, il était à droite. Enfin, 2 semaines après, il était même dans l'eau, pour avoir l'eau au premier plan et puis le chêne dans l'axe. Enfin, donc c'est sans arrêt des changements d'axe pour avoir des décors différents, pour avoir des axes différents, pour avoir des valeurs différentes, etc. Je voulais évoquer le son de ce film, qui est quand même fantastique. Comment on travaille ce son ? Comment vous avez choisi le mix entre le bruitage et la bande-son musicale ? Parce que c'est aussi ce qui nous emporte dans l'histoire, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail autour du son ? Alors en fait, le son principal du film est fait comme l'image. C'est-à-dire que moi, je passe des heures dans mon affût à filmer les petites bêtes ou les grosses bêtes. Et Philippe Barbeau et Martine Todisco, qui sont des ingénieurs du son spécialisés dans le son de nature, qui ont fait les sons du peuple migrateur, d'Océan, etc., qui avaient eu le César du meilleur son pour Microcosmos. Philippe et Martine, ils ont fait les sons de tous mes documentaires depuis mon premier documentaire, à 45 ans bientôt. Et donc, on se connaît par cœur. Et eux travaillent de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un jour dans mon affût. Le lendemain, c'est Philippe ou Martine qui viennent faire les sons en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de l'ambiance qu'on veut recréer. Et on respecte toujours l'ambiance. C'est-à-dire que pour d'autres films, que l'on soit en Australie, au Mexique ou ailleurs, moi je travaille dans une colonie de fous à pieds bleus, et le lendemain c'est Martine qui va faire le son, donc je lui raconte ce que j'ai entendu, ce qu'il y a eu, etc. Et donc on fait toujours très très attention à ça. Et donc il y a à la fois la bande son du chêne, vu qu'il n'y a pas de commentaires en plus, et on a essayé de la travailler évidemment de façon formidable, puisqu'il y a les sons enregistrés sur le terrain. Il y a le bruitage de Philippe Penaud qui a passé des semaines à faire le bruitage, c'est-à-dire que le sanglier qui se frotte contre le tronc ou le balanin qui marche sur le tronc, ce sont des sons qui sont recréés. Et donc Philippe Penaud, il est capable de vous faire le son de la patte avant gauche, le son de la patte avant droite sur une piste. Donc résultat des courses, entre les pistes de musique, les pistes son de nature, les pistes bruitage, à un moment donné, vous avez 800 pistes. C'est une histoire de fou, quoi. Et donc, surtout les pistes musicales, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de pistes. Et donc, ce travail de la bande-son a été colossal, puisque le montage image a duré 42-43 semaines, mais le montage son a duré aussi des semaines et des semaines. Moi, j'ai une question depuis des décennies que vous filmez la nature, les animaux. Est-ce que vous constatez des différences ou l'impact du changement climatique dans ce que vous voyez au quotidien ? Qu'est-ce que vous voyez de plus marquant par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur la biodiversité qui a tendance à se perdre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Quand j'ai commencé à filmer, la première année où j'ai filmé, c'était en 1978. On parlait pas de biodiversité, pas de changement climatique, pas de tout ce que d'écologie, même on n'en parlait jamais. Là aujourd'hui, on en parle à tous les flashs d'infos. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas. Quand j'ai commencé à filmer, quand j'ai commencé à filmer, je me suis dit, mais comment c'est possible que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans la mare d'à côté, dans la haie d'à côté, dans le fossé d'à côté. Donc je veux faire des films pour que les gens connaissent. Bon, 45 ans après, je m'aperçois que les gens ils connaissent toujours pas ce qu'il y a dans la mare d'à côté, mais bon. Vous pensez pas que ça a quand même un petit peu éveillé la curiosité des gens, des spectateurs ? Ça a un petit peu évolué, mais on s'aperçoit quand même toujours qu'il y a toujours des agriculteurs ou
ou des gens qui girobroient leurs prairies en plein mois de mai alors qu'il y a les oiseaux qui sont en train de nicher, il y en a beaucoup qui nichent au sol. Enfin, je veux dire, voilà, voilà 50 ans, on coupait pas les arbres au mois de mai ou au mois de juin. Aujourd'hui, on le fait. Comment c'est possible ? Donc, à un moment donné, il faut juste se dire... donc c'est uniquement parce que les gens ont acheté des machines à 350 000 euros qui doivent être utilisées toute l'année, sinon c'est pas rentable. Donc on marche quand même sur la tête, quoi. Et on vous parle de biodiversité à tous les flashs d'infos. Et vous voyez des changements dans la nature ? Moi je vois en Sologne que depuis 2, 3, 4 ans, il y a énormément de pins sylvestres qui sont en train de mourir, mais des pins sylvestres qui n'ont pas de raison de mourir, enfin ils sont pas vieux à ce point-là. Il y a des châtaigniers également qui sont en train de mourir. On a interviewé quelqu'un récemment pour un autre film, une scientifique, qui nous dit mais dans 15 ans, la forêt n'aura plus du tout la même allure qu'aujourd'hui. Et donc ça fait peur, quoi. On s'est dit, mais d'ailleurs j'ai un peu de mal à y croire, mais bon... donc c'est fou, quoi. On va revenir, si vous le voulez bien, Laurent Charbonnier, sur votre film Le Chêne, que vous co-réalisez avec Michel Seydoux. Alors depuis quelques semaines, vous présentez votre film, notamment au travers d'avant-premières un peu partout en France. Comment le public reçoit-il le film ? Pour le moment, il y a un accueil qui est vraiment formidable. L'avant-première qu'on a faite à Romorantin, l'avant-première qu'on a faite à Fontainebleau pendant le Festival de Berlin, où on était sélectionné au Festival de Berlin, on a fait un film universel puisque les gens posent les mêmes questions partout, que ce soit à Berlin, à Romorantin ou à Lille ou à Fontainebleau. Alors que les publics étaient quand même un petit peu différents. Donc c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, manifestement, qu'ils soient à gauche, à droite, en Allemagne ou en France, ils posent les mêmes questions, ils sont émerveillés de la même façon. Et l'émerveillement, c'est exactement ce qu'on a ressenti en découvrant ce très beau film dont la musique originale est signée Cyril Haufort et Teamed Up. C'est notre coup de cœur d'ailleurs ce mois-ci dans Balades Immobiles. Courez voir ce film, Le Chêne, actuellement au cinéma. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Merci Laurent Charbonnier. Une interview à découvrir également en images sur notre site baladesimmobiles.fr et sur notre chaîne YouTube. baladesimmobiles.fr